c'est Tillion, bienvenue dans Ça nous dit quoi, la série de vidéos dans laquelle j'étudie les thèmes des scénarios d'Octopath Traveler 2 et établis le lien des personnages avec le scénario central de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons commencer par nous attaquer à l'incarnation de l'optimisme, j'ai nommé Particio le Marchand. Et s'il y a bien un thème très fort dans son histoire, c'est bouffer les riches. Bouffer les riches. La richesse corrompt très fort comme on le voit à Rock Brillante, qui affame une ville et la réduit à la misère après avoir modifié un contrat après la signature de celui-ci, sans en informer le signataire, puis qui a fondé son QG dans Chrono Rive, comme la ville où il y a tous les malfrats et escrocs du monde, et également un endroit où on arrache des taxes aux mains des enfants en train de mourir de faim tant c'en est dystopique et représentatif de notre monde tel qu'il devient. La seule exception à ces riches privilégiés infâmes qui font comme s'ils marchaient sur des nuages et que le reste du monde n'était que des fourmis, c'est Alronde, qui est maintenu hors de ce puits de dépravation sans fond par une qualité avant tout qui est très importante à l'histoire principale et à ses thèmes, l'espoir. Comme je le dis bien souvent, le thème principal d'Octopath Traveler 2 est le désespoir et comment lutter contre celui-ci. La seule façon que Particio a trouvé, c'est l'altruisme et la recherche du bonheur. Il donne tout aux autres, et c'est en les rendant heureux qu'il lutte contre le désespoir qui avait envahi sa ville de la ruée vers l'or, puis le reste du monde. Il a un optimisme saisissant, et ne doute jamais qu'il pourra atteindre ses objectifs, mais il se donne également les moyens de les accomplir. Le désespoir dans la route de Particio est plus subtil que dans la plupart du reste du jeu, du moins en dehors du premier chapitre. Il s'agit toujours du désespoir dû au manque. Dans son premier chapitre, c'est la pauvreté de la ruée vers l'or qui est mise en avant. Personne ne trouve de travail, tout le monde meurt de faim, et pendant ce temps, les riches brutes s'engraissent et se foutent des habitants, et la seule solution est d'aller les tabasser pour les remettre sur le droit chemin, un message qui me parle beaucoup. Mais si ce plan fonctionne, c'est parce que Particio refuse de perdre espoir et décide d'aller arracher sa survie et son bonheur des mains de ceux qui les retiennent otages. Le chapitre 2 nous montre un peu moins de désespoir, mais il nous montre la dépravation d'un monde dominé par les riches. Chrono Rive n'est visité que pendant ce chapitre de Particio, et il est intéressant de noter comme il ne s'y passe rien de surnaturel et pourtant, c'est l'endroit avec le plus de monstres du jeu. Personne, à part un garde, n'est une bonne personne ici. Parce que cet enfer ultra-capitaliste où enseignent les gens à blanc est le genre d'endroit où seuls les monstres survivent et s'épanouissent. Le chapitre 3 est intéressant car il nous montre un manque qui n'est pas matériel cette fois. Les gens de Puisserée ne manquent pas d'argent, ils manquent de vie. Leur ville dépérit, et si on leur donne les moyens de l'améliorer, ils préfèrent les utiliser pour partir, faisant donc dépérir l'endroit encore plus. Ce n'est pas d'argent que cet endroit a besoin, c'est d'une raison d'être, d'un renouveau, d'une raison de vivre en soi, et c'est exactement ce qu'Alronde espérait trouver depuis le début, et il montre clairement qu'il n'y a aucun prix qu'on puisse mettre derrière un tel besoin, puisque malgré le prix exorbitant que lui demande Particio pour pouvoir achever le brevet de sa machine à vapeur, Alronde est prêt à mettre la main au porte-monnaie s'il arrive à redonner à sa ville cette chose qui lui manque atrocement et qui n'a rien de matériel. Et quoi de mieux qu'un marchand optimiste qui a déjà accompli des miracles pour redynamiser une ville mourante ? Enfin, le chapitre 4 nous montre un conflit d'opinion entre l'égoïsme exacerbé d'une classe dominante indigne et les malheurs des gens de tous les jours, et forcément après une telle route, ça implique de tabasser un train. Mais le gros riche se fait bien rétamer à notre grande joie même s'il ne subit que très peu de conséquences malheureusement. Et peut-être est-ce parce que le chapitre sous-entend que c'est par un certain désespoir aussi que Rock est devenu ce qu'il est, que Particio finit par lui pardonner. Mais personnellement, je hais cette fin. Ceci dit, je ne peux nier qu'elle correspond très bien au personnage et au thème de l'histoire de Particio, puisque Particio arrive à lutter contre ses multiples désespoirs en restant tout simplement lui-même. Une personne optimiste, positive et déterminée. Mais là où l'histoire de Particio est particulièrement intéressante, c'est au niveau d'un de ses PNJ récurrents. Eh oui, si ce n'était que ça, il n'y aurait finalement pas grand chose à dire sur les thèmes récurrents de l'histoire de Particio, mais Ori change la donne. Ori est une des membres du culte de l'ombre lunaire. Malgré son attitude enjouée, elle est en réalité cynique, désabusée, dépourvue de foi en l'humanité, et on sait à la lettre d'Oboro qu'elle était capable de se blesser gravement pour tenter d'assassiner quelqu'un. Il n'y a rien de positif chez Ori. Il s'agit d'une personne qui pense que le plan de Trousseau, dans le scénario de Casti, est une idée fabuleuse car elle tuera des milliers de personnes rapidement sans qu'il n'ait le temps de vraiment souffrir trop longtemps. Puis elle est furieuse quand Casti empêche ce plan-là de fonctionner. Elle ne comprend pas comment Icali peut toujours être aussi sincère. Elle s'offense qu'Harvey n'ait pas tué Oswald, car il est dangereux et parce qu'Harvey faisait passer sa jalousie et son désir d'être supérieur au-dessus des plans du groupe, s'opposant ainsi à sa cruauté, oui, mais aussi à ce qu'il ait des désirs en général. Ori n'est peut-être pas la membre la plus dépravée du groupe, ça revient sans doute à Alcanet et Harvey, mais ce n'est pas une enfant de cœur et elle n'a absolument aucun espoir. Mais Particio l'intrigue, et donc elle le suit. Et elle rédige des articles sur ses exploits. Et petit à petit,
Elle se retrouve à vouloir qu'il réussisse. Elle se retrouve à vouloir l'encourager et continuer à le suivre. Elle se retrouve à désirer. Au point que lorsque vient pour Ori le moment de se sacrifier pour éteindre une flamme et ramener Ruide et la nuit sur le monde, elle hésite. Elle n'est plus sûre de vouloir le faire. Et c'est cette hésitation qui lui permet de survivre. Particio, par optimisme et volonté pure, a su convaincre une cultiste suicidaire totalement désabusée que sa vie avait de la valeur. Que peut-être n'avait-elle pas à poursuivre dans cette voie. Il est le seul à réussir ça du jeu entier. Il le fait sans jamais savoir qui Ori, sans jamais se rendre compte de l'importance de ses actes aux yeux de celle-ci. Il le fait juste en étant lui-même et en restant fidèle à ses idéaux altruistes. C'est assez intéressant dans un jeu qui nous inculque beaucoup que l'espoir est la meilleure façon de lutter contre le désespoir, car Particio n'est pourtant pas exactement celui qui représente l'espoir dans ce jeu, non. C'est Agnea comme on le verra dans la prochaine section. Ce que Particio représente, c'est plutôt le bonheur, la recherche du bonheur et le fait que ce bonheur appartienne à tout le monde. Peut-être que tout compte fait, ce que nous montre le scénario de Particio, c'est que si la meilleure façon de lutter contre le désespoir est l'espoir, la seule façon de réduire ce désespoir en cendres est en réalité de trouver le bonheur. Pour conclure cette vidéo, nous allons parler d'Agnea. Agnea est en général considérée comme ayant le scénario le moins en lien avec le scénario général du jeu, et même si c'est vrai, je trouve qu'on reste quand même loin du niveau de Tresa dans le premier jeu, dont le lien avec le scénario général est tout de même juste que le carnet qui lui a donné envie de voyager a été écrit par Graham Crawford qui lui est impliqué. Dans le cas d'Agnea, son lien avec le scénario est le personnage de Tanzi, dans la troupe de Giselle, qui fait le tour du monde et qu'elle croise dans 2 chapitres. Et en effet, comme on l'apprend dans le dernier chapitre, Tanzi faisait le tour du monde pour trouver les flammes sacrées. Sans elle, y a pas de flamme à éteindre pour le culte quoi. Elle fait donc le sale boulot des méchants alors même qu'on l'aide à sortir le chariot du sable dans le chapitre 3 d'Agnea. Après tout, elle est à Totohara, un des endroits où se trouve justement une des flammes. Mais bref, le thème d'Agnea est très simple et très évident et très significatif quand on le met en lien avec le thème général du jeu puisqu'Agnea représente avant tout l'espoir. Tout le rôle d'Agnea au cours de son scénario est de redonner espoir aux gens. Son premier chapitre tout mignon est sur ses rêves et espoirs à elle et tout ce qu'elle a fait pour les accomplir. Mais dès qu'elle arrive à Neodelsta, elle commence son œuvre. Guy l'avait abandonné. Il considérait ses rêves comme hors d'atteinte, pensait que ses passions n'avaient aucune valeur. Quand Agnea se met à danser dans son bar, il recommence à avoir de l'espoir, et c'est là que les riches ordures viennent tout détruire chez lui, sachant qu'ils ne seront pas punis, juste pour ne pas avoir la moindre concurrence. Bouffons les riches! Bouffons les riches! Mais même là, Agnea refuse de se laisser faire. Et c'est ça la force d'Agnea, finalement. Le fait qu'alors que ses circonstances ne sont pas celles d'une personne privilégiée, loin de là, elle continue de faire son possible pour accomplir ses rêves. Ses actes permettent de mettre fin aux abus du connard et restaurent la foi de Gil en ses rêves et sa passion, au point qu'il se remette à jouer du piano et écrive une partition pour Agnea, celle qu'elle chantera lors du chapitre final. L'espoir de Gil restauré, Agnea continue son chemin vers Totohara et Trop Hop, où l'espoir qu'elle devra restaurer cette fois est celui de Giselle. Giselle est une comédienne de talent qui aime son métier, mais sa peur panique de la scène lui a fait perdre encore et encore ses troupes de théâtre, et elle commence à considérer que son manque de courage ne lui donne aucune valeur. En lui rappelant qu'avoir peur n'est pas une finalité et qu'on peut toujours l'affronter, et tant pis si on se rate, Agnea restaure l'espoir de Giselle. Et ne parle que très peu à Tanzi. Si elle avait plus parlé, l'histoire aurait probablement bien changé. Le chapitre où le thème de l'espoir est le plus évident néanmoins est clairement le chapitre 4, à Sai. Dans les quartiers pauvres, les gens piétinent sans espoir. Ils n'ont aucun moyen de se sortir de leur misère, et sont considérés comme un problème dont il faut se débarrasser alors qu'ils cherchent seulement à vivre dignement. Leur seule lueur avait été la visite de Kwani, il y a plusieurs années, ce qui avait donné à Dulcinea l'espoir nécessaire pour devenir la diva qu'elle est désormais. Agnea redonne espoir aux habitants en mettant fin à ce qui les aurait expulsés de chez eux, mais surtout, elle redonne à Leila espoir en son avenir en lui donnant un rêve. Et finalement, quand elle fait face à Dulcinea, on se rend compte que celle-ci aussi avait perdu son espoir. Pas par malheur ni rien dans le genre, mais en abandonnant son intégrité. Un peu comme Rogue dans le scénario de Particio, mais dans une mesure bien inférieure, suite aux douleurs de son passé, trouver le succès l'avait fait vouloir se débarrasser de ce qui était à l'origine de sa douleur pour ne plus y penser dans un acte égoïste. Agnea lui rappelle ses débuts et ce pourquoi elle s'est réellement mise à chanter et danser, et c'est cet espoir qui l'a tant fascinée qui lui permet également de s'arrêter avant de commettre quoi que ce soit d'irréparable. Elle avait perdu de vue ce qui était le plus important pour elle. 4 formes de désespoir très particulières, certaines plus profondes que d'autres, mais finalement, inconsciemment, Agnea échoue à restaurer l'espoir de la personne la plus plongée dans le désespoir qu'elle rencontre, Tanzi. Tanzi est une jeune femme fragile, qui a tout perdu et se sent coupable de la mort de son fiancé. Dans cet état, Alcanet, chef du culte de l'ombre lunaire,
s'est rapproché d'elle et a profité de son isolement pour la rendre entièrement dépendante d'elle, pour qu'elle soit prête à tout pour son amour, et la manipule de sorte à ce qu'elle lui donne les emplacements des 4 flammes sacrées avant de la sacrifier pour éteindre celle de flamme de clergé. Contrairement à Ori, qui a fait d'elle-même le choix de poursuivre Particio pour voir comment elle s'en sortirait et n'a pu s'empêcher d'être inspirée et de regagner une partie de ce bonheur et de cet espoir, bien malgré elle, Tansy n'a que très peu vu Agnea. Et elle n'a pas conscience de ce qu'elle a fait réellement. Elle l'a juste vu redonner courage à Giselle et faire une incroyable chanson face à Dulcinea. Elle ne l'a pas vu surmonter le désespoir, encore et encore. Tansy n'a aucune raison de penser qu'Agnea est capable de l'impensable. Donc bien sûr que celle-ci n'a pas eu l'effet sur elle que Particio a sur Ori. Mais on ne peut que se demander si Agnea avait su aider Tansy à sortir du désespoir sans fin dans lequel elle se trouvait, on n'aurait pas pu empêcher la fin du jeu de se produire. Après, vu la force de l'influence qu'Alcanet avait sur elle, ce n'était pas dit. Mais c'est un de ces « et si » qui pourrait être si intéressant à étudier. Je me demande s'il y a des fanfics là-dessus, tiens. Sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il ne nous reste plus que les 2 personnages que j'avais le plus envie d'examiner à travers ce prisme des thèmes du jeu et de leur scénario. Donc, je vous retrouve là-bas, un petit lion. N'oubliez pas de nourrir l'algorithme et que mes vidéos sortent en avant sur Patreon. Allez, la bise!